Donc ouais, on fait l'ellipse peut-être. Donc dans le 2,6, donc une ellipse qui est entre A moins sur Y entre plus B et moins B, et entre A et moins A. Ok. La question c'est de trouver l'air. En l'occurrence, on va trouver pi fois A fois B. L'équation d'une ellipse, c'est comme l'équation d'un cercle. C'est ça. Et l'air, donc ça c'est le domaine en fait. C'est le domaine d'intégration, il est tel que ça. Alors en fait, si je veux toute la surface. Ah, ça c'est la courbe de l'ellipse. Si je veux tout l'intérieur, je mets un inférieur ou égal. L'air, c'est l'intégrale double sur d de dx dy. Ok. Donc l'idée, c'est d'intégrer sur x ou sur y, mais par exemple, je vais le faire sur x. Alors x, il varie entre moins a et a. Mais quand je fais ça, le, le y ne peut pas varier n'importe où. Parce que quand x est là, y doit valoir 0. Quand x est là, y qui varie entre deux bornes, y max et moins y max, qui sont des fonctions de x. Là, ça peut varier un peu plus, là, ça peut varier au maximal, au maximum, et là, un peu moins, etc. Donc, du coup, ça varie entre un moins y max, qui est une fonction de x, jusqu'à un plus y max, qui est une fonction de x. Comment je trouve ce y max? Bah, en utilisant l'équation de l'ellipse. Donc je dis, alors j'ai mis la caméra de façon assez plus proche, mais un peu rasante. Je sais pas si vous voyez bien. Enfin, ouais. L'idée c'est d'utiliser l'équation de l'ellipse. Je veux l'équation sur y en fonction de x, donc je passe de l'autre côté, ça fait un y2. Ouais. L'ellipsoïde, mais je vais pas faire tout l'ellipsoïde, je vais faire juste l'aire de l'ellipse. Après, quand tu veux, un ellipsoïde, c'est une ellipse dont les plans de coupe, c'est une ellipse. Et c'est en plus une ellipse dans l'axe Z. Donc c'est un ballon de rugby, en fait. Et pour le résoudre, le mieux, enfin, une des façons, c'est de calculer. Ouais, le mieux, clairement, c'est de calculer le volume de l'ellipsoïde comme étant des tranches de disques de taille elliptique, comme ça, fois un dz. Et le z lui-même va dépendre de x et de y. Et d'intégrer sur le dz. Mais du coup, je fais la moitié, disons, je fais l'intégrale double ici pour l'air. Euh, pour voir comment on s'en sort. Bah en fait j'écris ça, et donc du coup je vois que y, il est compris, y est inférieur ou égal à b racine de 1 moins x2 sur a2. Alors ça c'est en valeur absolue, puisque je prends la racine, donc ça c'est mon y max, et ça varie entre plus y max et moins y max. Puisque quand je prends la racine, j'ai un plus ou moins qui sort. D'accord. L'intégrale de dy entre moins y max et plus y max, bah, ça fait 2 y max. Donc je trouve en fait que l'air c'est égal à l'intégrale de x égale moins a jusqu'à x égale a de 2b racine de 1 moins x2 sur a2. Et ensuite j'ai plus qu'à aller calculer cette intégrale qui n'est pas particulièrement immédiatement simple.
On va faire des changements. C'est pour ça que je vais le faire quand même, parce que là, il y a un peu de technicité, il y a des changements de variables à faire. C'est bon pour le y max, vous voyez d'où ça sort. Alors le plus ou moins, ça vient du fait que la racine d'un carré, c'est la valeur absolue. On peut expliquer comment c'est écrit le Y max? Comment j'ai trouvé les complexes? Le Y max. Hmm. Bah, de l'équation de l'ellipse, ça t'es d'accord avec ça? Ouais. Je prends la racine, mais quand x, ce que j'utilise là, je fais un peu vite, mais si x2 est inférieur ou égal à 2, ça implique que x est supérieur ou égal à moins a, inférieur ou égal à a. Ah, ok, d'accord. Juste, je l'ai pas. En fait, je voulais l'écrire, je me suis rendu compte que j'aurais dû commencer par le. J'ai plus la place. Donc, tu t'en sors en mettant la valeur absolue, parce que c'est vrai. La racine de y carré, c'est égal à la valeur absolue de y. Puisque ça, c'est équivalent au fait que y varie entre moins ça et plus ça. Ok. Alors, cette intégrale, ouais, d'ailleurs, dans le corrigé, je l'ai fait, j'ai d'abord primitivé sur x et après primitivé sur y, mais c'est pareil. Si je fais dans l'autre sens, ça va être une intégrale de y de moins b à b, de 2a, racine de 1 moins y2 sur b2 dy. Et ça va donner le même résultat. Alors, cette intégrale ici, on va commencer par se demander si c'est de la forme. Alors, j'ai du racine de u. Donc, est-ce que j'ai du u' racine de u? U', ce serait du 2x. La réponse est non, j'en ai pas. Donc, on est sur des vraies intégrales là, qu'il y en aura plusieurs. Enfin, des vraies intégrales, des intégrales qui ne sont pas toujours de la forme, je vais dire quasiment triviale, de type fonction composée. Et quand ça ne l'est pas, bah, faut bosser un peu. Alors déjà, on va simplifier la vie en prenant u égale x sur 1. Je vais faire ce changement de variable là. Donc ma borne basse, donc le x moins a, ça va devenir du moins a sur a, ça va devenir du moins 1. La borne d'intégration supérieure u+, ça va devenir du 1. Le du, je différencie, ça fait dx sur a, donc du coup le dx, c'est du a fois du, que je vais remplacer. Et je trouve que l'air, c'est donc l'intégrale de moins 1 à 1, parce qu'il faut changer les bornes, hein, je rappelle, dans un changement de variable. Le 2b, on le laisse. Le racine, ça devient du 1 moins u2. Ok, c'est plus simple. Et le dx, ça devient du a du. Je sors les constantes, ça fait du 2 ab. Primitive de moins 1 à 1. 1 moins u2. Ok, là on est sur une forme, disons, un peu canonique de cette intégrale. C'est un u carré. Et ici, bon, c'est évidemment toujours pas de la forme u' racine de u, puisque j'ai juste fait un changement de variable affine, bête. L'idée, c'est de faire un deuxième changement de variable. Quand vous avez du racine du 1 moins u2, et typiquement, surtout si c'est la racine, là, il faut penser trigo. Ça, c'est un réflexe absolu à avoir ici, c'est que si je pose u égale cos θ, non, arcsinus, c'est la dérivée d'arcsinus, c'est 1 sur racine de 1 moins x2. Non, non, ça va être. Là, on va voir ce que ça vaut en l'occurrence. Enfin, je vais juste calculer l'intégrale, mais on pourrait calculer la primitive. Enfin, je vais calculer la primitive, mais dans ce changement de variable. Donc après, il faudra prendre un arc cos, si tu veux. Donc quand tu as du 1 moins u2, l'idée, c'est de prendre un u égale cos, puisque ça va te faire du. Alors, si c'est du u cube, ça marche pas. Hein. C'est pas ce qu'il faut faire. Enfin, à vrai dire, si c'est du 1 moins u cube, je sais pas comment intégrer ce truc-là. Faudrait réfléchir. Mais le 1 moins u2, ça va devenir du 1 moins cos carré θ, et donc du sinus carré θ. Et donc la racine du sin va devenir une valeur absolue. Enfin, la racine du sin carré va devenir une valeur absolue de sinus.
le DU, c'est du moins... Alors dans le corrigé, ouais, c'est ce que j'ai fait dans le corrigé. Moins sinus θ dθ. Mes bornes, le θ moins, alors c'est un cos... pardon. Le U moins vaut moins 1. Donc il me faut un θ moins dont le cosinus vaut moins 1, c'est-à-dire pi. Le U plus, ça vaut 1. Donc il me faut un θ dont le cos vaut 1, c'est-à-dire 0. Du coup, mon R, c'est 2AB, intégrale de, alors θ moins de pi à 0. Alors les bornes n'arrivent plus dans le bon sens, mais c'est pas grave, on permutera en rajoutant un signe moins. De sin θ, alors de racine de sin carré θ, il faut faire attention au signe. Et du, on a dit que c'était moins sinus θ dθ. Ok. Alors sur 0π, sinus est positif. Et vu que sinus θ est positif, ça veut dire que la valeur absolue de sinus θ est égale à sinus θ, donc sur ce domaine, sinon ce serait faux, il faudrait faire attention, la racine de sin carré θ, c'est rho sin θ. Ok? Donc on arrive sur une intégrale qui est plus simple, puisque ça me fait du moins 2ab, j'intervertis les bornes, du moins 2ab de 0π, sin carré θ dθ. Alors vous me direz, il reste un carré, mais c'est pas très grave puisque c'est un carré de trigo, donc on va pouvoir faire une formule de trigo qui linéarise ce truc. Et donc on va pouvoir finir le calcul. Donc un premier champ de variables, bon j'aurais pu condenser les deux champs de variables en un seul, en posant u égale cos θ sur a, mais si je le fais d'abord pour histoire de, je fais d'abord celui-là, puis celui-là, puis j'arrive à de la trigo. Ouais. Est-ce que vous pouvez répéter pourquoi vous êtes passé par vous avez posé U égale cos θ, enfin je sais pas très bien compris. Bah, l'idée c'est de me débarrasser de cette racine de 1 moins U2, c'est une saleté. Tu vois, c'est un truc... Tiens, c'est flou un peu. Racine de 1 moins U2, c'est pas beau comme intégrant. Donc l'idée c'est de le simplifier. Et le réflexe ici, bon, avec un peu d'habitude, c'est un réflexe, c'est de poser un U égale cos et d'utiliser en fait le cos carré plus sinus carré égale 1. Puisque du coup, ce racine de 1 moins U2, ça devient juste un sinus θ dans la nouvelle variable. Ok. Si c'est du 1 moins U3, alors c'est pour ça que si c'est du cube, c'est pas évident, tu vois. Ouais. Donc là, je suis en partage d'écran, donc normalement, vous voyez Mathematica, là, là, je suis sur Wolfram Alpha, vous... Votre jour de caméra. Ah, j'ai fait... Attends, si je partage l'écran. Attends, je vais partager l'écran. Revenez sur Discord et remettez Mathematica après. Normalement, ça va refresh l'image. Si vous faites un partage d'écran. Là, vous voyez Wolfram Alpha? Non. Ouais, attends, ouais, bah, en vous fait... partagez juste votre caméra. Ouais, je vais partager l'écran. Bah, ça risque de prendre quelques temps pour recharger pour vous, peut-être, du coup. Je sais pas si vous voyez. Ouais, on voit. C'est un site qui sera calculé. Ah, il sert à tout faire. Mais par exemple, ici, je fais integrate square t, c'est square root of. En anglais, c'est racine 2.
Donc vous voyez la primitive qu'on voit ici, on va pas calculer parce qu'en fait je vais juste calculer dans les bornes. Bah, en fait c'est ça. Voilà, elle est vilaine. Monsieur, Ouais, excusez-moi, je viens d'arriver. En fait, vous partagez votre écran sur quelle plateforme? Parce que, genre, sur Discord, il n'y a pas de. bah si, les autres y voient là. En fait, moi, je vois pas. Enfin, c'est pas marqué que vous faites un live ou quoi que ce soit. Je vous entends juste parler et je vois pas Bah votre écran. il y a marqué en direct. Ah non, justement, en fait, j'ai pas ça. En fait, Bah je sais pas. on redémarre Discord. Ouais, on redémarre. Ouais, redémarre parce que c'est bizarre. Ok, ok, merci. Et donc en fait ce qu'il fait ici, c'est que si vous faites le champ de variable, on va trouver la primitive de sin carré θ, et ensuite vous remplacez θ comme étant arccos de u, et vous trouvez cette saleté ici. Si je mets un u cube, je suis même pas sûr qu'il sache intégrer ça. Est-ce qu'il sait intégrer un u cube? Voilà, c'est bien. Ça donne un résultat complexe, et il y a cette fonction grand F, dont je ne sais pas ce que c'est. F, ah oui, c'est une intégrale elliptique. F est l'intégrale elliptique du premier type avec ce paramètre-là. Voilà, vous voyez qu'une puissance, ça change tout. Donc les intégrales elliptiques, ça fait partie des pires trucs qui existent sur Terre. Et voilà, donc ça répond à ta question. Il y a un U2, il faut penser, un moins U2, il faut penser champ de variable cos θ. Si c'est pas U2, c'est mal barré pour tout, en fait. Euh, si je lui mets un truc plus élevé, je pense qu'il va pas y arriver du tout. Un moins U5, il ne devrait pas y arriver. Ok, ouais, c'est une fonction hyper géométrique. Bah, c'est un truc compliqué, ça, on va pas en parler. Donc ici, ça marche parce que c'est U carré. Alors, j'arrive donc. Ouais. C'est plus par rapport au point d'intégration. Je comprends pas pourquoi on intègre de pi à 0 en fait. Pourquoi pas de 0 à pi en fait. Euh, Parce qu'il faut faire attention à l'ordre. Euh, L'ordre ici, c'est moins 1, 1, ça ne doit pas changer. Tu dois prendre le U qui correspond, enfin plutôt ici, la nouvelle variable, c'est-à-dire le θ qui correspond pour celle-ci et le θ qui correspond pour celle-là, que j'ai appelé θ moins, θ plus. Mais il ne faut pas changer l'ordre, parce que si tu changes l'ordre, tu changes le signe global. D'accord, donc c'est par rapport à un changement de variable. Par rapport à un changement de variable. Ouais, c'est pour ça que je me dis, on va faire l'ellipse quand même ce matin, parce qu'il y a deux champs de variables l'un à la suite de l'autre, et que vous n'êtes pas encore super familier avec les champs de variables, je pense. Donc c'est pour ça que je vais le faire. Ici, on pourrait, alors quand on arrive sur a égale moins 2ab de 0 à pi de sinus carré, il y a deux options ici. Vous pouvez faire une intégration par partie, je pense. Mais le plus simple, vu que c'est de la trigo, c'est de linéariser avec la trigo. Donc la trigo, elle me dit, on peut le redémontrer, mais ouais. Il n'y aurait pas moyen d'utiliser la formule U' puissance n qui donne l'intégrale. Non, je sais pas. Bah, U', ce serait un cos, et du coup, ça marche pas. Ah oui, ok. C'est pour ça que je vous dis, il y a. En fait, jusqu'ici, à la fin du S1 et au début du S2, on vous a donné que des intégrales qui étaient toujours de la forme U' fois quelque chose, parce qu'on était sympa avec vous. Mais en fait, dans la majeure partie des cas, ça n'est pas de cette forme-là. Et il faut se débrouiller comme vous pouvez. Et l'idée des changements de variables et autres intégrations par partie, c'est de se ramener avec éventuellement beaucoup d'efforts, de se ramener sur une intégrale de type U' fois quelque chose, qui sont réellement les seules qu'on sait calculer en fait. Sur 2. Voilà, donc une fois que je linéarise ici, je vais pouvoir terminer mon calcul. Je vais pouvoir dire que ça fait moins 2ab, intégrale de 0 à pi de 1 demi de dθ, moins, je sépare l'intégrale de 0 à pi, de 1 demi de cos de θ, dθ. Lui, il va faire... Tiens, je vais avoir un problème de signe.
J'avais un signe moins. Pourquoi vous avez séparé les deux? Parce que c'est même constant d'intégration, je vais pas laisser dans le même intégrale. Non, c'est pas la question de la constante, c'est parce que lui il va faire 0 et lui il va pas faire 0. Donc je le laisse. Ah, Alors ça va faire pi sur 2, donc je vais trouver moins pi AB pour l'air, donc j'ai un problème de signe global, j'ai dû oublier un signe. Ah oui, oui, ici, pardon. Ici c'était moins sinus θ, donc il y a un signe moins qui sort. Et je permute les bornes, il y a un deuxième signe moins qui sort. Donc ça fait moins, moins, ça fait plus. Voilà. Ouais, donc je la sépare, c'est juste pour dire qu'il y a une intégrale qui est très simple ici qui fait pi sur 2. Et celle-ci qui fait une primitive qui est sinus de θ. Quand je dérive sinus de θ, ça me donne 2 cos de θ, donc il me faut 1 demi fois ce 1 demi qui est devant, entre 0 et pi, mais c'est pas grave puisque de toute façon tout ça ça fait 0. Puisque sinus de 2pi moins sinus de 0, ça fait 0. Donc il reste pi AB. Si A égale B, on retrouve l'aire du disque. Donc ça c'est cohérent. Et ça c'est la formule générale de l'aire d'une ellipse. Voilà, le point que je voulais faire ici, c'est un peu de technicité d'intégration. Une fois que vous avez ça, vous pouvez assez facilement passer à l'ellipsoïde, qui est détaillé dans le corrigé. En fait, c'est à peu près la même. Ouais, c'est quasiment fini une fois que vous êtes. Il y a des questions? non, plutôt clair, Ok. On va faire des intégrales partielles sur la sphère. On fait le 4A, 4B. Alors 4B, je vais le faire que dans un seul système de coordonnées. Je vais le faire dans. Je sais pas. Dans le corrigé, je le fais à la fois en cartésienne et en sphérique. On va le faire qu'en cartésienne. Histoire d'avancer un peu quand même sur les moments d'inertie. Alors le 4A, vous avez la sphère. On veut la surface entre la latitude plus mu. Donc la latitude, ça part par définition, je vous rappelle, ça part de l'équateur. On veut la surface de la zone tropicale ici. Entre plus mu et moins mu. Alors, c'est quoi cette surface? c'est une variation de θ, une variation de phi, D'abord, c'est une intégrale double sur un domaine d'un ds. Il faut qu'on choisisse quel système de coordonnées on va prendre. Clairement, ici, on va prendre les sphériques. Donc ds, c'est r carré sin θ dθ des phi, premièrement, et ensuite quelles sont les bornes. Alors il me faut les bornes pour θ et il me faut les bornes pour phi. Ouais. Et je comprends pas pourquoi, parce que pour les sphériques, pour moi, il y a trois. Il y a trois. Oui, mais. DS1, DS2, DS3. Ah, tout à fait, mais là j'ai pris directement le ds pertinent. Là j'ai pris. Ouais, je t'ai entendu. J'ai pris directement le ds qui est pertinent, c'est-à-dire comme je suis à r égale constant. Moi, je sais plus lequel j'avais appelé DS1, 2 ou 3, mais là je prends le ds qui est celui à r constant. Celui qui est sur la face, en gros, c'est ça? Bah ouais, puisque je vais primitiver ces petits bouts de carrés. Hein, je vais sommer tous ces carrés qui sont sur la face de la sphère. Donc j'ai pris et je l'ai écrit directement parce que je le connais par cœur en fait, tu vois. Donc il faut aller très vite, il ne faut pas passer 5 minutes
Enfin, bon, si t'as pas le choix, tu repasses tes 5 minutes pour avoir le bon DS, parce qu'évidemment, si t'as pas le bon DS, ça va pas marcher. Mais en fait, tu le vois, de toute façon, puisque ici, mes variables, pour décrire cette bande latérale, c'est θ et φ. Il n'y a pas de R. Donc, si tes variables, c'est θ et φ, naturellement, il faut que ça soit des θ, des φ, et rien d'autre dans l'élément différentiel. D'accord. Alors, ici, la question, c'est est-ce que θ dépend de phi? Est-ce qu'on est dans les cas compliqués de tout à l'heure où il faut d'abord intégrer sur, par exemple, θ et puis sur phi qui dépend de θ ou pas? La réponse est non. Ici, on est sur un domaine rectangulaire, puisque donc ça va être très rapide à calculer. Phi, je veux toute la bande circulaire, donc il appartient à 0,2 pi. Et θ, alors θ, il part de là-haut, il va de là jusqu'à ici. Donc c'est pas très compliqué, il va de pi sur 2 moins mu à pi sur 2 plus mu. Ok. Donc il suffit de calculer ça. Donc c'est quasiment trivial là pour le coup. Ça fait S égale intégrale de 0 à 2 pi. C'est un intégrant factorisable sur un domaine rectangulaire, donc Fubini, tac, tac. De sin θ dθ, hop, fois R2 qu'il faut pas oublier. Alors l'intégrale sur défi fait 2 pi. Monsieur, Oui, mais je comprends pas. R2, tu coupes Léo, je n'entends pas. Qu'est-ce que tu dis? R2, on l'intègre pas. Bah non, t'es sur la sphère là. Parce que dans. Ah oui, donc tu veux dire que R2 est. Bah oui, c'est une aire qu'on cherche, c'est pas un volume. Ah C'est oui. pas un volume. Si j'avais voulu le volume de cette bande, oui, j'aurais dû faire un truc comme ça, ouais. Mais ça, c'est plus ou moins la question d'après, mais sauf qu'on veut la partie supérieure. Alors la primitive de sin θ, c'est moins cos θ, pris entre ces bornes. Ok, très bien, ça me fait du 2 pi R2, facteur de, alors moins cos de pi sur 2 plus mu, moins plus cos de pi sur 2 moins mu. Alors des cos de pi sur 2 plus quelque chose, on le laisse pas comme ça, on le transforme par 5 trigo, ça me fait... Ça fait moins sinus de mu. Donc, du coup, ça fait sinus de mu quelque chose. C'est ça fait sin mu. Et cos pi sur 2 moins mu, c'est sin mu aussi. Enfin, je crois, hein, je l'ai fait peut-être là. Ouais, c'est ça. Donc on tombe sur 4 pi R2 sinus mu. Vérifions cette formule. Si mu vaut 0, l'air doit être nul, puisque si mu vaut 0, la bande latérale est réduite à l'équateur, donc elle a une aire nulle. Si mu vaut 0, effectivement, sinus mu fait 0. Si ma surface latérale elle va en fait jusqu'au pôle, je dois retrouver toute l'aire de la sphère. Donc si mu vaut pi sur 2, je retrouve 4 pi R2, donc je retrouve toute l'aire de la sphère. Donc la formule a l'air correcte. Qu'est-ce que tu dis, Léo? Tu peux remonter un peu votre feuille, parce que là, l'angle de la feuille, pas dans le bon axe. Non. Encore un peu. Comme ça. Ouais, magnifique. Ok, donc ça c'était un truc facile. Qu'est-ce qui l'a rendu facile par rapport aux autres? Le fait que le domaine était rectangulaire, c'est-à-dire que θ n'avait pas des bornes variables en fonction de phi, ou phi n'avait pas des bornes variables en fonction de θ, ce qui n'était pas le cas de l'exo juste avant, où l'intégrale sur y, c'était entre des bornes y max qui dépendaient elles-mêmes de x. Donc ça, c'est un exo facile celui-là.
Le cas plus délicat, c'est le B. On va à nouveau avoir des bandes variables. Et donc, il va être plus compliqué. On veut la partie supérieure de la sphère. Et on veut le volume de ça. C'est entre... avec un angle θ0. Alors, il part de 0 jusqu'à θ0. Phi varie entre 0 et 2π. Par contre, R, en sphérique, c'est compliqué, puisque R, il va du rayon de la Terre jusqu'à des rayons ici qui dépendent de θ. Puisque c'est une coupe franche, c'est une coupe en plan. Okay. Donc en fait, on peut le faire en sphérique, mais c'est plus simple, un poil plus simple en cartésienne. Monsieur, Ouais, le R, il n'est pas constant. bah non. Non, ça- Parce que si tu prends le plan de coupe, le R, il varie du R minimum qui est ici à un R maximum qui est ici. Et il dépend de Ah ouais, ok. θ, en fait. Alors, je l'ai fait dans le corrigé, ça, c'est un R qui dépend de θ. En l'occurrence, ça donne ça. Le R varie entre R cos θ0 sur cos θ et grand R. Du coup, après, tu primitives ton volume. Bon, il est en ligne, normalement, je vous l'ai mis déjà. Tu primitives ton volume dans l'élément sphérique et tu tombes sur une primitive de sin θ sur cos cube qui est de la forme U'. Alors, il faut aller finir le calcul et tu trouves ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire ça. En cylindrique, en cartésienne, ça va être un peu plus court. Donc, je vous laisse regarder cette page 18 après chez vous. On va le faire en cartésienne. L'idée de le faire en cartésienne, c'est que je vais sommer. Donc, je fais des schémas là, juste. Je vais sommer par tranche de disque. Ok, la θ0 est là. Ce disque, il a un pi r de z au carré en surface. Ok. Et il a un volume pi r carré de z dz. Donc je vais aller intégrer à θ0 correspond à z0. Donc je vais aller intégrer de z0 jusqu'à grand R, c'est-à-dire de là jusqu'à là. Je vais aller intégrer ça fois la surface de ces disques, pi de r de z au carré des z, et il faudra juste aller trouver c'est quoi le rayon de ce disque en fonction de z. D'accord? En soi, c'est la même chose. Oui, Le pierre carré des Z, c'est le périmètre. Hein. c'est non, c'est le volume. ni l'un ni l'autre, c'est l'air. Pi r carré, c'est l'air. Non, mais pierre carré des Z. Oui, pi r carré, c'est l'air, des z, c'est le volume. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est juste primitiver ce truc-là. Mais l'intégrale sur dx dy, je ne vais pas le refaire à chaque fois, parce que ça, je sais que ça fait pi r carré de z. Et du coup, il me reste l'intégrale sur dz. C'est ça qu'on appelle faire une intégrale par tranche, quoi. Vous avez par disque d'épaisseur dz. Donc ça va être assez facile une fois que j'ai ça. Il suffit que je calcule c'est quoi le rayon. Donc l'autre fois, avec le cône, c'était du Thalès. Là, ça va pas être du Thalès. Sur ma sphère en coupe, donc θ0 est ici. Okay. Mon z0 il est là. Ça c'est l'axe z. Alors déjà je peux aller calculer ce que vaut z0 parce que je vais en avoir besoin.
Ouais, Oui, quel est votre fleuve, en fait, non, non, mais la fête des livres, voilà, c'est ça, là, c'est le côté, comme ça. merci. Il faut que je calcule, je vais avoir besoin de la borne d'intégration sur Z, donc il me faut Z0 en fonction du cos ou du sinus de θ. C'est R sin θ0, non? Alors, non, le R sin, c'est lui, Ah, c'est le R cos. le θ0, il est un peu perturbant. Bah, en Ah fait, non, il se retrouve ici, quoi. Il se retrouve ici. Donc, c'est le côté opposé. Donc, Z0, c'est le côté adjacent. Donc, c'est R cos θ0. Ok, ça sera ma borne. Ensuite, quand je suis à une altitude, je sais pas si je peux le faire sur le même schéma, je vais peut-être le faire sur un autre. Quand je suis à une altitude Z, cette fois ça va être un sinus. À une altitude Z, il me faut le rayon de ce disque, donc que je vais intégrer par tranche d'épaisseur des Z. Ah oui, enfin c'est un sinus en fonction de θ, mais ça m'importe pas vraiment d'ailleurs. C'est quoi le rayon de ce disque R de Z? En fait, ça c'est du Pythagore, donc j'ai Z ici. J'ai R de Z là, et là j'ai toujours l'hypoténuse grand R. Donc j'ai Z carré plus R de Z au carré égale grand R. C'est pas un demi de R de Z. Ah non, non, non. Non, c'est le rayon, c'est le rayon. Donc du coup, R de Z, ça vaut racine de R2 moins L2. Si je mets toutes ces choses-là ensemble, je suis en train de dire que finalement, le volume de ce qu'on appelle la calotte sphérique, c'est l'intégrale de Z0 à R. Alors, on avait vu que c'était pi R carré de Z dz. Et je suis allé d'abord calculer Z0 ici. Je suis allé calculer R de Z ici. En fait, c'est R carré qu'il me faut. Donc, ça fait l'intégrale de R cos θ0 à grand R de pi R carré, donc R2 moins Z2 dz. Et j'ai une intégrale finalement tout à fait élémentaire à calculer. Donc finir ce calcul ne pose aucun problème. Ce qui compte, c'est d'abord bien comprendre que cette intégrale triple sur ce domaine, ça revient effectivement en cartésienne, en tout cas à primitiver sur des disques d'épaisseur dz, puisque ce dx dy, ce sera toujours, en fait c'est le, à z égale constant, c'est quel objet géométrique est dessiné par cette plan de coupe à z égale constant, bah, c'est un disque. Donc l'intégrale sur dx dy, ça va me donner l'aire du disque. Donc je peux balancer le résultat sans le refaire, parce que je connais l'aire d'un disque. Donc ça fait pi r carré. Et ensuite, j'allais calculer le r carré en fonction de z. Et aller calculer les bornes d'intégration, parce qu'il faut bien. Monsieur, Oui. là, en gros, ce que vous avez fait, que, de fait, dx, dy, c'est égal à pi r carré, mais après intégration ou... Non, après intégration, bien sûr, dx, dy, c'est... Oui. Mais là, Ok, tu as trois intégrales, là, tu n'en as plus qu'une. C'est-à-dire que tu as primitivé sur dx, dy. mais du coup, je comprends pas. Là, comment vous êtes passé de dx, dy maintenant? C'est égal à quoi dx, dy? C'est pas dx, dy, c'est l'intégrale sur dx, dy. L'intégrale double sur x et sur y, ça va me donner automatiquement, forcément, ça va me donner l'aire du disque. On peut le faire tout le détail si tu veux, mais ça va prendre de plomb, mais on peut le refaire. Ah oui, mais ça on l'a. C'est tout ce que je vous raconte depuis 2 séances, c'est-à-dire que l'idée c'est de faire des intégrations par bout, par la tranche de la pyramide, c'était directement d'intégrer par le carré à hauteur z fois dz. Pour le cône, c'était d'intégrer par des disques élémentaires. On fera des intégrations par couche d'oignon pour des trucs sphériques qui viennent après. C'est-à-dire de simplifier la vie en utilisant la géométrie du problème. C'est-à-dire que au lieu, là, je peux écrire tout le détail de ça et on va le démontrer que c'est pi r carré z.
Mais en fait, tu vas redémontrer que l'aire d'un disque, c'est pi r carré. Tu vas juste faire ça. Donc, on le sait En fait, déjà. on a fait R par R, entre guillemets, disque par disque, l'air de chaque Ouais, disque, en gros. c'est un découpage en tranches de ce truc-là. Ok, ok. Et là, et ça correspond à faire cette formule. Mais on pourrait le découper autrement. Je pourrais le découper par tranche dans ce sens-là. En cylindrique, je pourrais le découper par aire de cylindre, par des, par des bouts de cylindre qui font une certaine épaisseur comme ça. Ce serait un très mauvais choix, mais je peux le faire. Par bouts de cylindre qui grandissent comme ça. En fait, c'est du découpage, quoi. Tu découpes et tu comptes. Alors, il faut choisir la bonne découpe. Et la découpe, ça revient toujours à utiliser un système de coordonnées. C'est plus clair? Ok. Alors le calcul après là n'a pas vraiment d'importance, ça donne un truc. La formule n'est pas belle en plus, ça va donner du pi r carré. Alors du pi r cube du coup, facteur de 1 moins cos θ 0 pour le premier terme, pour celui-là. Ensuite du moins pi z cube sur 3. Donc moins pi sur 3 z cube r cube moins r cube cos θ cube, cos cube θ 0. Bah, j'aurais dû le factoriser. Ça fait du pi r cube, facteur de 1 moins 1 tiers, moins cos θ 0 qui reste, moins plus cos cube θ 0 sur 3. Ok, ma formule c'est ça. Donc ça fait 2 tiers. Si on vérifie si θ 0 égale 0, le volume doit être nul puisque c'est la... Alors je pense que la lumière qui tombe sur la feuille, ça vous fait... Attends, je vais fermer le rideau. Monsieur, Ouais, juste, c'est du cos cube, c'est ça? ouais. Sur les deux, il y a cos cube de R et cos cube de θ 0. Là, il y en a un qui est en... Il y a cos θ 0 et l'autre c'est un cos r cube cos cube. Ouais. Puisque je primitive z carré, ce qui fait du z cube sur 3. Alors si θ 0 vaut 0, le cos, 2 tiers moins 2 tiers. ça fait du 2 tiers moins 2 tiers, ça fait 0. Donc ça c'est bon. Ça c'est ok. Et si θ 0 vaut pi, je dois primitive. Donc en fait je dois retrouver tout le volume de la sphère. Donc ça fait moins 1. Alors, il faut le faire. θ 0 égale pi, ça me donne v égale pi r cube de 2 tiers, moins 1, donc plus 1. Ça fait du moins 1 au cube, ça fait moins 1 tiers. Donc ça fait du 1 plus 1 tiers, ça fait du 4 tiers de pi r cube. Donc ça c'est bon aussi. On retrouve le volume de la sphère. Voilà. Donc il faut commencer à... Je sais pas, là il y a Cléo qui réagit là-dessus, mais je sais pas à quel point... L'idée, ça va toujours être de faire des découpages comme ça, d'intégration de disques en tranches ou d'intégrale par bout de cylindre et des trucs comme ça. Mais en fait, si on écrivait tout, c'est la même chose. Hein, parce que je le fais une fois, mais je le ferai plus après. Si j'écrivais vraiment directement tout ça, ce que je dis, c'est que c'est l'intégrale sur z égale au z0 là, qui vaut r cos θ 0 de dz. Et ensuite, j'ai l'intégrale sur dx dy sujet à un domaine D. Et ce D, c'est quoi? Bah, c'est le cercle ici, c'est le disque. Donc ce D, c'est x2 plus y2 inférieur ou égal à r de z au carré.
Donc ça c'est l'aire du disque en fait. Ça on l'a déjà fait, tu poses donc tu dis que c'est l'intégrale sur dx d'une intégrale sur dy avec un y qui varie entre moins y max de x et plus y max de x. Donc comme on vient de faire pour l'ellipse, sauf que ça va être plus simple. Et à la fin, tu fais tout ton calcul et tu trouves que ça fait pi r carré puisque c'est l'aire du disque. Tu vois Léo, c'est tout ce que je fais en fait. En fait, je passe directement de là à là directement. Parce que je vais pas le refaire 12 000 fois en fait. Parce que l'aire d'un disque, je connais. Mais là, je redémontre que l'aire du disque, c'est bien pi r carré. Alors, je le démontre en cartésienne. Mais... Ok. On va dire oui. On va dire que oui. Alors justement, on va faire des découpages en sphérique, ce coup-ci en pelure d'oignon. C'est le dernier qu'on n'a pas vu encore, c'est dans le 2.7, 2.8. Et déjà 2.7, 2.8. Alors j'ai vu qu'en méca, vous étiez aussi sur les moments d'inertie en ce moment, c'est ça? Ouais. Ok, alors ça tombe bien, parce que ici on va les apprendre à les calculer. Alors avant de faire les moments d'inertie, on veut juste des masses totales. Donc j'ai un corps sphérique. J'ai un K1, mettons, avant de faire l'exo de 7. K1, j'ai une masse volumique égale. Alors, masse volumique, je vais l'appeler mu ou rho. Si mu égale constante, ça ce sera dans le cas du 2,8. Quand j'ai un dV, qui est là, hein, quand j'ai un dV, il a une masse, dm, qui vaut mu fois dV. Ok. Bon, ça c'est toujours vrai. Donc du coup, la masse totale, c'est l'intégrale triple de mu fois dV. Et si mu est constant, le mu sort et ça fait mu l'intégrale triple de dv. Et donc ça fait 4 tiers de pi r cube fois mu. Bon, ça c'est les cas simples. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Sur Terre, la masse volumique de la Terre n'est pas une constante. Parce que sur Terre, vous avez quoi au centre? Vous avez un noyau de fer qui a une densité assez élevée. Bon, je pense que ça va être du 5000, 5005 kg par mètre cube, un truc comme ça. Bon, j'ai pas le chiffre en tête, mais je pense que c'est à peu près ça. Ensuite, vous avez les manteaux inférieurs, supérieurs, et, et typiquement, vous avez donc un profil de densité, ce qu'on appelle un profil de densité mu qui dépend de R. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un corps à symétrie sphérique, c'est-à-dire que la densité ne dépend que du rayon à partir du centre. Alors en vérité, c'est pas exactement le cas, puisque comme ces objets-là, ça tourne sur eux-mêmes, ils sont un petit peu aplatis par effet centrifuge. Donc en vérité, dans un modèle tout à fait... Plus il y a de la convection, votre manteau, il fait des flux convectifs comme ça. Il n'y a pas des couches parfaites. Il n'y a pas des couches parfaites. Donc en fait, en vrai, le mu, il dépend de R, θ et phi, et d'ailleurs, il n'est pas parfaitement bien connu. Donc dans ce cas-là, vous devez aller intégrer l'intégrale triple de mu R, θ, phi de l'élément de volume sphérique R2 dθ dφ sin θ
dr. Et puis vous intégrez ce truc-là. Ce qu'on va supposer en première approximation, mais qui est quand même une très bonne approximation, c'est que pour les 2,7 et 2,8, en tout cas pour les corps célestes, c'est qu'on va supposer qu'on est donc à symétrie sphérique. C'est-à-dire par définition que mu de r θ phi est égal à mu de r. Donc ça ne dépend pas. Ça ne dépend pas de θ et phi. Ça, c'est la définition de ce qu'on appelle un corps à symétrie sphérique. Alors, la masse totale. La masse totale, c'est mu de r fois dv, et je vais utiliser le sphérique, c'est-à-dire que c'est l'intégrale triple de mu de r carré dr sin θ dθ dφ. Ok. Mes bornes, c'est r appartient à 0r, θ appartient à 0 pi, phi appartient à 0,2 pi. Donc on est sur un domaine rectangulaire. Alors il est rectangulaire en 3D, c'est-à-dire il n'est parallélépipédique, mais aucune des variables ne dépend de l'autre et l'intégrand est factorisable. Donc Fubini me dit que c'est l'intégrale sur dr de mu de r carré fois l'intégrale sin θ dθ fois l'intégrale, j'ai pas la place, fois 0,2 pi dφ. On a déjà vu l'autre jour, ça fait 2 pi et ça faisait 2. Donc en fait ça fait 4 pi mu de r, r2. Et ce 4pi, je vais le rentrer dedans pour vous faire comprendre que ça correspond à une intégrale en couche d'oignon en fait, puisque ça fait du 4pi r2 dr mu de r. Et c'est ce qu'on va faire dans les... Donc si vous êtes à symétrie sphérique, donc vous avez ça. Et ce 4pi r2 dr, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on a déjà rencontré, c'est le volume de la coquille sphérique. Donc vous avez une sphère de rayon R et vous allez jusqu'à R plus dr. Ben, le dv, c'est l'air fois le dr. Et donc c'est 4pi r2 dr. Donc en fait, ce qu'on fait réellement, c'est tout ce calcul-là, mais ça, tout se passe comme si je sommais directement toute la masse volumique mu de R sur toute la coquille sphérique, c'est-à-dire sur une couche de l'oignon. Caméra qui est un peu floue. Hop, mettre au point. Je ne vais pas mettre au point. Ah, voilà. Ok, donc ça c'est la coquille sphérique, et donc en fait j'intègre sur la coquille sphérique fois ma fonction qui m'intéresse, mu de R. Et dans le 2,8, dans le 2,7, il y en a deux de telles intégrales à faire en fait. Alors après, c'est plus que du calcul intégral d'une intégrale à une seule variable, mais le passage il se fait comme ça, et avec l'habitude, vous pouvez balancer directement que le calcul c'est celui-là. Parce que vous intégrez, vu que votre corps est à symétrie sphérique, vous avez le droit de traiter l'intégrale sur θ et phi, qui donne immédiatement du 4pi en fait. Ça c'est un passage assez important, je sais pas si ça vous pose des problèmes ou si c'est bon. Pas de... Je sais pas, Erwan, t'en penses quoi? Ouais. Il y a moyen que ça rapproche peut-être la feuille le plus à droite,
Parce qu'elle est floue, en fait, elle est noire, c'est ça. Ouais. Merci. Ce que je dis, c'est que le 4 pi r de dr, ça correspond au volume de ça. Bah en fait, ouais, je peux mettre la caméra plus haut, ce qui fait que toute cette zone est nette. Par contre, vous le voyez en plus petit. Bon. Donc la question du 2,7, ça va être de calculer ce gars-là dans deux cas. Dans deux cas, exo 2,7. Voilà, c'était le préliminaire si vous voulez. Question 1, mu de R vaut la masse volumique croît linéairement avec R entre mu0 au centre et 2 mu0 à l'extérieur. Donc là, il faut aller trouver c'est quoi l'expression de mu de R. On veut un mu de R qui fait de 0 jusqu'à R, qui va de mu0 jusqu'à 2 mu0. Il faut m'en déduire ce que vaut la fonction mu de R. Parce qu'en fait, on ne vous la donne pas, on vous la donne comme ça. Alors, je vous écoute sur la forme de mu0 que ça peut donner. C'est forcément du type ax plus b. Alors, si je raisonne en ax plus b, enfin r plus b, C'est AR. A c'est le... A c'est le... Dans ax plus b, c'est toujours ce qui passe par l'origine ici. Donc le A c'est forcément mu0. Et B c'est la pente. Ah, mais c'est A plus BR. Normalement, c'est A le coefficient et le. Ouais, ok, pardon, je l'ai Alors, fait. on y a répondu. Non, Ouais, non, mais en soi, ça revient au même. Non, ouais, non, t'as raison. Mais bon, oui, c'est pareil. Donc B c'est la pente. Et alors la pente de cette fonction c'est quoi? c'est 2 mu0 moins mu0 sur R moins 0. Donc, C'est ça. ça fait mu0 sur R. Voilà. Donc ça fait que mu de R. Donc ce qu'il fallait, là il y avait une petite question en plus, c'est qu'il fallait d'abord savoir quelle fonction il fallait primitiver. Donc ça fait mu0 plus mu0 sur R. Ouais. Donc je vais pas le noter comme ça, je vais le noter mu0 facteur de 1 plus R sur R. Voilà, et ce qu'on va primitiver c'est ça avec ça là-dedans. Bon, et ça devient une intégrale classique qui ne pose pas de problème. En l'occurrence, si je l'écris en dessous, ça fait M, la masse totale vaut de 0 à R de 4 pi R2 dr fois mu0 facteur de 1 plus R sur R. On va développer, ça va en faire un 4 pi R2 et l'autre un 4 pi R cube sur grand R. Ça va faire du R3 sur 3 et du R4 sur 4. Et puis voilà. Monsieur. Ouais. Et pourquoi on n'a pas posé que mu, comme ils disent que la masse volumique, pourquoi on ne dit pas que mu c'est dm sur dl ensuite? Que j'ai pas compris que mu c'est dm sur dv. Ouais. Et on trouve la masse totale, c'est grave. Enfin, Bah, si t'écris mu égale dm sur dv, c'est correct, mais d'ailleurs on l'a utilisé puisque j'ai utilisé dm égale mu dv. Mais ça ne te permet pas de calculer la masse totale. Il faut intégrer quoi. oui, mais justement, en intégrant dm. Bah, c'est ce que je suis en train de faire. Hein. J'intègre dm. Ça m égale ça vient de ça. Et ça, c'est dm. C'est m égale intégrale triple de d. C'est flou.
Ça, c'est le m égale l'intégrale triple de dm. Et j'ai fait mon calcul, j'ai arrivé là-dessus. C'est exactement ce que je fais en fait. Sauf que le calcul n'est pas fini. Puisqu'il faut encore aller finir ce calcul-là. Alors ça donne quelque chose, c'est pas hyper intéressant. Le premier terme, ça fait la primitive d'un 4 pi R2, donc ça fait le volume de la sphère normale, donc ça fait clairement 4 tiers de pi R cube fois mu 0 pour le premier terme. Et le deuxième terme, ça fait du quoi? Ça fait du 4 pi R4 sur 4 divisé par R fois mu 0. Donc ça fait du pi R cube mu 0. Donc ça fait du pi R cube plus 4 tiers de pi R cube. Ce qui fait 1 plus 4 tiers, ça fait 7 tiers de pi R cube mu 0. Je crois que je l'ai pas écrit comme ça dans le corrigé, si. Si, ah, oui. Dans le corrigé, j'ai 7 douzièmes de 4 pi, ce qui fait évidemment la même chose. J'ai juste pas simplifié le 4 pi. Ok. Ça, on a R4 là. R4 mais divisé par R. Il y a ce. Divisé par R. Ah bah oui, c'est divisé par R. Ce serait pas homogène sinon. Ouais. Ah, Monsieur. oui. En fait, je ne comprends pas pourquoi on parle de A plus. Enfin, je comprends pas. Ça, c'est l'énoncé. L'énoncé me dit que la masse volumique croît linéairement. Linéairement, ça veut dire que c'est une droite affine. Il n'arrive pas à mettre au point là. Non, il ne peut pas mettre au point. Okay. Donc l'énoncé me dit que c'est une droite affine. Bon, on aurait pu vous balancer. Ça, c'est un petit exo en plus, quoi. Mais en soi, on aurait pu dire directement soit la masse volumique qui satisfait ça, et puis voilà. Alors ça, c'est clairement pas un corps céleste. Hein. Un corps céleste, ça a tendance à être plus dense au centre et moins dense à l'extérieur. Là, c'est l'inverse. Le Soleil, typiquement, est nettement plus dense au centre qu'à l'extérieur. Enfin, que dans la périphérie. Ok. Le 2. Même chose. M égale intégrale de 0 à R de 4 pi R2 dr mu de R. Et mu de R. Alors, le seul intérêt du 2, c'est qu'on va à nouveau se retrouver sur des intégrales qui ne sont pas complètement simples. Et qu'on va faire des intégrations par partie ce coup-ci. Je pense que vous en avez besoin de savoir un peu de comment faire ces choses-là. Ok, donc la question c'est d'intégrer ça. Alors, Monsieur, oui, le 4 pi R carré dr, ça c'est le volume d'un TSE. c'est le volume de la coquille sphérique. De toute façon, c'est la même formule. Hein. Je l'ai démontré tout à l'heure, je la réutilise, c'est tout. Je vais pas la. Mais on aurait, en gros, je suis parti du volume en fait, du sphérique, le volume du cas général, ça marche pas. Ça veut dire quoi ça? Bah, R carré dr dθ sin θ dφ. Si, mais c'est ce que j'ai fait là. Mais comme je l'ai fait une fois, je ne vais pas le refaire à chaque fois. Ah, d'accord. Ah oui, ok. C'est tout. C'est comme quand je fais l'intégration par disque, je ne vais pas redémontrer à chaque fois qu'un disque, ça a une R pi R carré. On a le droit de connaître des résultats. Tu vois. Donc là, tu peux le réécrire à chaque fois. Mais on le sait, si l'énoncé dit procéder par intégration en coquille sphérique, ça veut dire qu'on attend de vous directement cette formule-là. Ou alors, si on veut redémontrer le, bah, vous montrez ce passage-là. Tu vois.
c'est là il faut de l'habitude. Il faut en faire une dizaine de chaque dans les trois systèmes de coordonnées. Et, J'avais une question encore. ouais. Par exemple, là, par exemple, pour la question 1, la masse volumique, on dit mu R. Est-ce que mu R c'est égal à dm sur dv ou alors c'est dmu R qui est égal à dm sur dv? Non, non, c'est dm sur dv. Oula, ça. C'est dm sur dv et mu. Ah oui, c'est mu, c'est dm sur dv. Ouais. D'accord, c'est pour ça. Ok, alors cette intégrale, elle est pas sympa parce que elle vaut ça. Elle est de la forme r carré. Ah, et le mu 0. Bon. Elle est de la forme 4pi mu 0, donc ça on s'en fiche. 0 à r de r2 exponentielle moins r sur r. dr. Donc ce qui va m'intéresser, c'est cette intégrale-là. Est-ce que c'est de la forme u' exponentielle u? La réponse est non. Donc, on ne sait pas intégrer. Alors, d'abord, je vais faire un petit changement de variable pour me ramener à une intégrale classique. Je vais poser u égale r sur r. Donc ça fait que du égale dr sur grand R. Ça va me donner un exponentielle moins u. Et les bornes vont aller de 0 à 1, clairement. Donc ça va me faire un m. Intégrale de 0 à 1 de petit r, c'est u carré fois r2, exponentielle moins u. dr, c'est du fois grand R. Je sors le R3, ça fait 4 pi r cube. Fois une intégrale absolument classique, u carré exponentielle moins u du. Ok, et puisqu'on est dans un cours d'intégration, multiple certes, mais quand même d'intégration, un peu de technicité, ça fait pas du mal. Donc, allez, on va se poser un problème de maths pure, comment calculer cette intégrale. Donc on va lui donner un petit nom, on va l'appeler i. Et elle n'est pas de la forme u' exponentielle u. Et ici, un changement de variable ne va pas vous aider. D'ailleurs, je ne vais pas l'appeler u, ouais, j'aurais dû l'appeler x à la limite. Vous savez quoi, on va l'appeler x. Parce que u, je vais le réserver aux fonctions u de x. Donc ça fait x2. Ok. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré cette intégrale peut-être, parce qu'elle est assez standard? Ok. Donc, en fait, c'est toute la famille des intégrales in avec intégrale de 0 à 1 de x puissance n exponentielle moins x. Il y a une formule de récurrence entre les in. Donc, on va faire i2 x2 exponentielle moins x dx. Alors, la clé, c'est l'intégration par partie. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec l'intégration par partie. Bah, perso, je crois pas en avoir déjà fait. C'est bien ça, c'est plus au programme de la terminale. Ok. Ok, donc c'est pour ça que cet exo est important, parce que c'est pour vous rappeler ça. Alors, l'IPP, comme on appelle ça, parce que c'est plus rapide à écrire, intégration par partie, c'est d'exploiter bêtement Leibniz. C'est-à-dire que comme u de x, v de x, prime, ça vaut u prime de x, v de x plus u de x, v prime. Ça, c'est Leibniz. Donc si je le primitive de part et d'autre, la primitive de tout ça doit être égale à la primitive de tout ça. La primitive de uv prime, bah, c'est uv
entre deux bornes, donc entre A et B. Donc u de x, v de x entre A et B, ça doit être égal à l'intégrale entre A et B de u' v plus l'intégrale entre A et B de u de x, v' de x, dx. Ok, la formule d'intégration par partie, c'est juste celle-ci. En général, on la note dans l'autre sens, on la note intégrale de A à B de u' de x, v de x, dx est égal à moins u de x, v' de x plus uv entre A et B. Ok, donc trivialité a priori, puisque ça vient de Leibniz. L'idée essentielle, c'est que quand l'intégrant à gauche, si vous pouvez le mettre, en fait, vous pouvez toujours le mettre sous cette forme-là, l'intégrant à gauche, vous ne savez pas le calculer, bah, c'est de choisir bien votre décomposition en produit, c'est-à-dire bien choisir u et v. Vous permutez, en fait, ce que ça permet de faire, c'est que ça permute la dérivée sur u et sur v, puisque le u' ça devient un u, le v ça devient un v'. Vous choisissez bien vos u et v tels que cet intégrant-là est plus simple que celui-là. C'est-à-dire plus simple, c'est-à-dire qu'en gros, il commence à ressembler de plus en plus à une fonction composée de type u' exponentielle u ou des choses comme ça. Et au passage, vous générez un terme constant qui est l'intégrale de, enfin qui est uv pris entre a et b. Donc ça c'est la formule. Bien l'utiliser, c'est bien choisir ces fonctions u et v. Alors on va le faire dans ce cas-là, et on va faire exprès le bon choix et le mauvais choix pour vous montrer. Clairement ici mon u ça va être un x2 et le v ça va être exponentielle moins x, ou c'est l'inverse. À voir lequel je vais prendre. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais peut-être vous laisser... Je veux bien que vous cherchiez un peu là-dessus, en fait. Cherchez-moi u et v, de telle sorte à réussir à simplifier cette intégrale ici. En fait, il faudra simplifier en partie. Il va falloir faire 2 intégrations par partie de suite pour réussir à finir le calcul. Du coup, je reviens, je vais prendre un café. Là, c'est que de la technique, mais c'est bon. Si vous n'avez jamais fait d'IPP dans votre vie, il faut absolument que vous en fassiez.
Alors, selon ce que vous avez choisi, vous êtes arrivé sur ce terme-là qui valait soit un ordre de plus, donc vous êtes tombé sur du x cube. Et ça, c'était le mauvais choix, puisque vous avez augmenté d'un ordre. Et si vous avez fait l'autre choix, vous avez descendu d'un ordre. Vous êtes arrivé sur du x exponentielle moins x. Ouais, en soi, ce qu'il fallait marquer, là, comme vous avez marqué, noter toute la forme, c'est intégrale de 0 à 1 Ouais. de x de x dx est égal à moins intégrale de a à b de... Oui, mais je veux dire, il faut, ça, je suis d'accord, mais il faut choisir qui vous définissez comme u' et comme v. Ça, vous avez un choix à faire en fait. Vous avez plein de choix. Vous pouvez prendre u' égale x2, vous pouvez prendre u' égale exponentielle moins x, vous pouvez prendre u' égale x exponentielle moins x, enfin, des trucs comme ça, quoi. Voire introduire en haut et en bas un racine s'il y a besoin. Alors on va prendre les deux choix naturels. Les deux choix naturels ici, on va voir qu'il y en a un qui était bon et un qui était pas bon. Donc si je prends, alors je vais prendre le mauvais d'abord. Donc si je prends le mauvais, alors pourquoi c'est le mauvais, on va voir avec le résultat. Bon, et il n'y a pas de... Si on peut un peu anticiper, mais des fois il faut faire des essais-erreurs hein, sur IPP, il n'y a pas vraiment d'algorithme. Donc le mauvais choix, c'est de prendre U' égale x2. Et V, là vous dites c'est un bon choix, parce que la dérivée de V, le V', bah, c'est facile, c'est la dérivée d'exponentielle moins x. Alors si je primitive, ça fait U égale x3 sur 3. Et V', ça fait moins exponentielle moins x. Donc moi, la formule d'IPP me dit que mon I2... Oui. Est-ce que vous allez mettre sur YouTube le cours? Oui, oui. L'autre fois, on l'a pas enregistré, mais là, je l'ai testé, ça va enregistrer. Et comme je mets pas le casque, là, normalement, il y aura aussi vos questions. Et ce sera plus net, nettement plus net que sur le tableau. Je le fais ça après, dans la journée, d'ici ce soir en tout cas. Donc I2, c'est l'intégrale, donc c'est le U'V. Donc ça doit être égal à moins intégrale de 0 à 1 de U de x3 sur 3. V', il y a un autre moins, donc ça fait plus. Exponentielle moins x dx. Plus U et V pris entre donc x3 sur 3. Donc lui fois lui, x3 sur 3, exponentielle moins x pris entre 0 et 1. Alors, pourquoi c'est un mauvais choix? Parce qu'au lieu d'avoir abaissé un ordre, j'ai augmenté d'un ordre. Et ça, c'est pas cool, parce que comme j'ai du exponentielle moins x, c'est du exponentielle u, j'aimerais avoir du u' exponentielle u, c'est-à-dire du 1 fois exponentielle moins x. Donc je veux abaisser d'un ordre et pas augmenter d'un ordre. Donc ça, en gros, c'est I3. Vous voyez qu'il y a une relation de récurrence entre les I2 et les I3. Et en fait, il y a une relation de récurrence par formule d'IPP entre IN et IN-1 qui peut se résoudre. Donc je vais prendre l'autre choix. Le bon choix, en fait, c'est que mon V', en fait, ce que je veux, c'est réellement, c'est que quand j'intègre ici le U', ça donne un truc simple, et quand je dérive, ça donne un truc plus simple. Donc le bon choix, c'était de faire l'inverse. C'était de prendre... Ouais. Pourquoi expliquer pourquoi c'est une mauvaise chose? J'ai pas bien compris. Bah parce que ça, tu sais encore moins intégrer que la première. Ah oui, encore on arrive dans le mur, putain. T'arrives dans le mur, oui. Alors que, là, tu vas voir pourquoi c'est mieux. Alors que si je prends U' égale exponentielle moins x, et V égale x2, donc j'inverse ce que j'ai fait là-haut. Quand je primitive U, ça donne moins exponentielle moins x. Et quand je dérive V', enfin V, ça fait 2x. Donc ça me fait que I2, elle vaut moins. Ça c'est ma formule, moins ici, 0 à 1. U moins exponentielle moins x, V' 2x. Dx. Et là, j'ai réussi à descendre d'un ordre mon polynôme. Donc si je refais la même procédure une deuxième fois, je vais redescendre d'un ordre et j'aurai plus que la primitive d'un exponentiel que je vais pouvoir faire. Par contre, il ne faut pas oublier
le terme constant qui est donc du u fois v moins x2 exponentielle moins x pris entre 0 et 1 qui ne vaut pas 0, donc il faut faire attention. Double moins ça fait plus, le 2 il sort, donc ça fait du 2 intégrale de 0 à 1 de x exponentielle moins x dx. Celui-là je le laisse tel quel, je ne sais toujours pas l'intégrer parce que c'est pas de la forme, toujours pas de la forme u' exponentielle u. Et lui, en 0 il fait 0, donc en moins exponentielle moins 1. Et alors ça je vais l'appeler I1. Et I1, bah, je vais refaire une intégration par partie pour descendre d'un ordre à nouveau. Ok, donc refaites-moi pareil avec le bon choix, c'est-à-dire u' égale exponentielle moins x, v égale x. Vous écrivez, en fait, il faut d'abord écrire ça, faire le calcul là et balancer dans la formule. Sinon, on fait trop facilement d'erreurs. C'est bien de séparer en deux étapes. Donc calculez-moi I1 par le bon choix d'IPP. Monsieur, Oui. mais on n'aurait pas pu garder les moins pour se retrouver avec moins 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de moins x exponentielle moins x. Si, mais pourquoi ça t'arrange pas spécialement de faire ça? Bah, du coup, on se retrouve pas avec u' exponentielle. Non, puisque c'est exponentielle moins x, donc u', ça Ah, fait moins 1. Si on avait du x2, exponentielle de moins x2, oui. d'accord. Merci. Elles existent aussi d'ailleurs, celles-ci. La famille des x puissance n exponentielle moins x2, c'est une famille d'intégrales connues, qui également ont une relation de récurrence par intégration par partie. Là, on ne va pas le faire, mais si vous passez sur in, c'est-à-dire x puissance n exponentielle moins x, vous voyez, vous allez faire ça et vous allez trouver une relation de récurrence entre in et in-1. Et en fait, vous pouvez la résoudre exactement pour tout n. Puisque ça donne une suite, ça donne l'équation d'une suite. Et vous pouvez résoudre la suite, connaissant l'initialisation, donc I0. Après, ouais, c'est des intégrales qui sortent assez souvent en physique, en fait. Donc c'est pas la première fois que vous allez la voir, celle-là. Enfin, pas la dernière, en tout cas. Donc vous avez dû trouver, vous y êtes ou... Vous avez dû trouver pour I2, vous avez dû trouver au total, quand on remplace dans I2, vous avez dû trouver 2 moins 5 divisé par E. Jusque-là, pour moi, je trouvais l'expression. Ouais, bah remplacer là-dedans. Ouais, bon, I1, vous devez trouver 1 moins 2. 1 moins 2 sur E, vous devez trouver pour I1. On va le faire. I1. Donc I1, c'est intégrale de 0 à 1 de x exponentielle moins x dx. Je prends le bon choix, c'est-à-dire u' égale exponentielle moins x, v égale x. Je vais plus près. U égale moins exponentielle moins x, v' égale 1. Ça implique que I1 est égal à moins, il y a un moins ici. Donc là, à gauche, c'est l'intégrale de u'v égale à moins l'intégrale de uv'. Fois 1. Et là, on arrive sur une intégrale qu'on sait calculer. Plus uv
Alors il faut faire attention, il y a plein de signes moins partout. UV entre 0 et 1. En 0, ça fait 0, puisqu'il y a le x. Donc ça fait moins moins plus. Ça fait l'intégrale entre 0 et 1 d'exponentielle moins x dx. Plus donc moins 1 sur e. Et c'est tout. Et l'intégrale entre 0 et 1 est là, voilà. Au bout de ouais, c'est flou. Au bout de 2 IPP, j'ai réussi à descendre 2 fois l'ordre, et ça, ça, je sais calculer ça. Parce que la primitive de exponentielle moins x, c'est simplement moins exponentielle moins x entre 0 et 1, moins 1 sur e. Alors ça fait du moins 1 sur e en 1, moins moins plus, exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, moins 1 sur e. Donc ça fait du 1 moins 2 sur e. Alors apparemment vous n'aviez pas ça. C'est peut-être, il y a beaucoup de signes moins, hein, donc ça peut être des erreurs de double signe moins. Et quand on remplace dans I2, bah, ça donne une formule quoi, qui n'a pas vraiment d'importance. I2 c'était 2 fois I1. Si je le mets là. I2 c'était 2 fois I1 moins 1 sur E. Donc I2, 2I1 moins 1 sur E. Quand je remplace, ça fait du 2 fois 1 moins 2 sur E moins 1 sur E. Le résultat n'est pas spécialement sympathique, ça fait du 2 moins 5 sur E. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Voilà. Et si on remplace dans la masse totale, ben, ça fait mu0 r cube fois du 2 moins 5 sur E. Alors la masse totale, ça doit être positif, on peut vérifier que ça c'est positif. Je sais pas combien ça vaut numériquement. 2 moins 5 sur E, ça vaut... Alors je veux pas l'intégrer. Non, non, juste, juste la valeur. ça fait 0,16. Voilà, ça vaut 0,16. Voilà, intégration par partie. Alors du coup, la vraie technicité sur les calculs d'intégrale, donc quand on est parti d'intégrale double ou triple, à la fin on se ramène toujours à une intégrale simple. Si elle n'est pas d'une forme standard, c'est de faire des changements de variables, éventuellement des intégrations par partie, éventuellement un combo des deux jusqu'à ce que ça marche. Ça peut être extrêmement, extrêmement difficile. Le pire que j'ai fait moi en maths sup, c'était un truc qu'il fallait... Bon, il fallait à minima 10 pages pour la résoudre. Je pense que le prof avait fait, c'était hallucinant. Je pense qu'on avait commencé par un double champ de variable, après il y avait une EPP, après il y avait un autre changement de variable, après il y avait une autre EPP, ensuite il y avait un autre changement de variable. Et à la fin on s'est retrouvé sur du U' exponentielle U ou un truc comme ça. Et ça prenait, le calcul prenait 45 minutes. Et surtout, mais comment vous faites pour trouver le bon chemin possible parmi tous les choix possibles que vous voulez faire de champ de variable? Et bien la réponse c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de méthode générale. Enfin, il y a dans certains cas, ce que fait Mathematica, il utilise l'algorithme de Risch. Dans certains cas, c'est connu, et dans certains cas, ça ne l'est pas. C'est une question vraiment difficile. Théorème de Liouville et des choses comme ça. C'est pas simple. C'est pas simple. Et les... Pour un changement de variable à faire, il y a une astuce pour savoir quelle variable on prend, ou vraiment c'est avec l'expérience? Alors, donc il y a ce théorème, c'est des maths franchement assez difficiles, évoluées, d'algèbre différentielle. Donc si ça rentre dans le cadre du théorème,
enfin, voilà, mais l'algo, de toute façon, l'algo de Rich, il met 100 pages à être décrit, en fait. Donc, de toute façon, c'est vraiment compliqué. Donc, ce que fait Mathematica, là, quand je lui balance un truc, il fait ça, en fait. Il utilise cet algorithme. Et donc, non, à la main, quand tu connais pas l'algo, qui est un algo qui est récent, hein, qui date de 1970, un truc comme ça, euh, c'est l'expérience, ouais, c'est l'expérience. Et avoir de l'expérience là-dedans, quand s'agit de faire deux ou trois champs de variables plus des IPP, c'est pas en faisant 5 dans votre vie que vous aurez cette expérience-là. Il faut en faire, alors là, il faut en faire vraiment des centaines, des milliers, quoi. Donc, bon, après, il y a des trucs simples, genre s'il y a du 1 moins U2, bon, on pense au champ de variable trigo immédiatement. Euh, Dès qu'il y a la trigo, souvent c'est bien de passer par les angles moitiés, donc par des tangentes θ sur 2, des trucs comme ça. En général, c'est des formules qui sont sympathiques. Bon, enfin, non, c'est difficile. C'est difficile. Mais on va pas vous demander, en fait, on vous demande plus, hein. De toute façon, les logiciels le font, implémentent ça. Donc ça, c'était plus la maths sup des années 50, ouais, ils faisaient ça pendant des mois. Euh, mais plus maintenant. On va pas vous demander de savoir faire ça. D'abord, moi, je sais pas le faire non plus. Donc, faut que je me branche. Mais bon, des petits trucs un peu quand même, une IPP, ouais, c'est quand même bien de savoir faire une IPP soi-même, quoi. Monsieur, Ouais, un truc de ce genre-là, c'est possible que ce soit demandé le contrôle aussi. je sais pas. Je sais pas, on verra. On parle pas de contrôle, hein. Pour l'instant, c'est même pas si on va revenir à la fac un jour. Oui, oui, j'avoue. Ouais. Par contre, des trucs. Bah, je pense que même dans le pire des cas, a priori, on en a pour jusqu'à pire des cas jusqu'à fin mai, quoi. Donc il restera enfin je pense, donc il restera le mois de juin pour faire un examen. Hein? C'est que, en soi, une épidémie, ça s'arrête pas du jour au lendemain en mode ah, tout le monde est soigné, tout le monde se porte mieux. C'est après ce qu'on espère pouvoir faire, c'est des confinements par région. C'est en gros, l'épidémie, ça sera vraiment quand un vaccin sera créé, c'est-à-dire qu'on pourra genre vacciner les gens, et donc du coup, il n'y aura plus de problème d'infection, vu que tout le monde sera vacciné, qu'il y aura une immunité de groupe. Et donc du coup, ce qu'on espère faire après, c'est pouvoir tester la population, donc en France, Ouais. en Corée ou d'autres pays, et pouvoir dire ah, dans cette région, l'épidémie commence à se propager, donc on fait un confinement dans la région. Ouais, ouais. Enfin, c'est ça l'idée du truc. Donc en soi, ce qu'on peut aussi s'attendre, c'est. Enfin, Non, mais du coup, tu peux aussi t'attendre à ce que tu peux aussi t'attendre à ce que bon, si ça repart effectivement localisé et pas immédiatement, que si le confinement s'arrête genre fin mai, on vous met un examen le 10 juin, il aura lieu. Ça, c'est clair. Et après, ce sera peut-être reconfiné en juillet, mais il y aura une période où il y aura des examens, je pense. Vous attendez pas à ce qu'il n'y en ait pas. Je pense qu'il y en aura et ils seront sur le mois de juin. Voilà, je pense. Donc, si on sort avant fin mai, parce que nos partiels, c'est normalement mai. est-ce que je peux vous mettre dans l'examen un truc qui nécessite une IPP ou une champ de variable? Moi, tel quel, oui, ça ne me dérange pas de le mettre. Peut-être avec une indication, mais en soi, je me choquerais pas moi-même de vous demander un peu de technicité. Bah, ouais, Tu disais, pas Déborah, trop dur. C'est logique, hein. c'était quoi l'autre question? Les IPP, c'est cool. Non, mais Les IPP, c'est. ok. Ok, alors on a fini le 2,7. On va faire le 2,8 et s'arrêter au 2,8 ou au 2,9. Alors c'est un peu plus. Il est un peu plus physique. Je veux pas passer trop de temps sur la physique du truc. C'est sur l'auto-énergie gravitationnelle d'un corps. Alors ici, on va simplifier la vie. On va prendre une masse volumique que j'ai appelée ρ ce coup-ci, constante. Donc maintenant, vous avez compris que ça simplifiait beaucoup, n'est-ce pas? Parce que quand c'est pas constant, c'est compliqué, en général. La masse totale, question 1.
donc de rayon R. La masse totale, bah, du coup, c'est évidemment ρ fois V, puisque c'est constant, sinon c'est pas vrai. Donc c'est 4 tiers de pierre cube ρ. Bon. Quelle est la masse dm de R d'une coquille sphérique de rayon R et d'épaisseur dr? Alors ça, on l'a déjà vu donc plusieurs fois. Je vais appeler dm de R, c'est ρ fois dv, avec dv la coquille sphérique. Donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est le 4 pi r de dr. Encore une fois peut-être, et une dernière fois, ce dv il vient de l'intégrale sur d phi de 0 à 2 pi, de l'intégrale sur dθ de r carré. Et ça fait 4 pi r2. Donc c'est l'élément de volume en sphérique que j'ai primitivé, mais uniquement sur θ et phi, et je laisse R comme variable. Donc la masse d'une couche sphérique d'épaisseur R, c'est ρ dv, donc c'est ρ 4 pi r 2 dr. Alors c'est petit r en fait, réellement, puisque là c'est une variable. C'est pas le rayon de la sphère, c'est 4 pi r 2 dr. Ok. Alors ici, on ne vous demande pas de le démontrer. On peut se convaincre que l'énergie potentielle de cette couche gravitationnelle vaut moins G. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer un peu d'où ça vient. Quand vous avez un corps sphérique ici qui est pour le moment, il a un rayon R. Vous savez que l'énergie potentielle de cet objet ici, c'est moins G. Mettons que ça, le corps sphérique, il a une masse m de R. Alors l'énergie potentielle de ce bout-là, de masse, c'est moins gm de R fois m sur R. Ok. C'est quoi cette énergie potentielle? Vous savez aussi par, plus constante si vous voulez. Vous savez aussi, normalement, vous avez vu quand on a fait la vitesse de libération et tout ça, que c'est aussi l'énergie que vous avez besoin pour envoyer à l'infini cette masse. Donc, alors je vais y venir après. Maintenant, moi je suis en train de construire mon corps en fait, sphérique, et je veux toute l'énergie potentielle de cette couche-là, dont on a vu qu'elle avait un volume 4 pi r de dr. Et une masse ρ 4 pi r de dr. Bon, comme chacun des éléments de masse petit m, ça a une énergie potentielle de cette forme-là, l'énergie potentielle de toute la couche, vu que je suis à symétrie sphérique, ça ne dépend pas de θ et phi, le DEP de la couche d'oignon, ça va être ce qui est donné dans l'énoncé. Ça va être moins G, la masse à l'intérieur de cette couche sphérique, m de R, fois donc le ρ dv, donc fois le dm de R qu'on vient de calculer, divisé par R. Et l'énergie potentielle totale, ça va être l'intégrale de 0 à R de dv. Ok, ça c'est l'idée. On a quasiment fini, donc il nous suffit de calculer c'est quoi la masse, ce qu'on appelle la masse inscrite, c'est-à-dire la masse là-dedans. Le dm de R, on vient de le calculer, et il n'y a plus qu'à primitiver. C'est clair ou... En soi, l'énergie potentielle, c'est la question 3. Ouais, je suis sur la 3. Là. Parce que la 2, ouais. La 2, c'est df de R, donc du coup, c'est ρ dv. Donc je vais l'écrire là. C'est la masse de la couche sphérique, c'est donc ρ 4 pi. Ouais, 4 pi R de ρ dr. Ouais, Léo?
Du coup, à partir de là, vous avez traité la 3 aussi ou pas? Non, non, je suis au début de la 3. Ah, Mais on quand vous même. balance la formule, et je vous explique d'où ça vient en fait. Pour Ah, une d'accord. masse petit m, ça vaut ça. Donc pour l'ensemble des masses sur la couronne sphérique, vu qu'ils sont tous à la même distance r, c'est la somme. Et donc la somme, c'est ce petit m, ça devient le dm, c'est-à-dire toute la masse de la couche sphérique. Ok. Et à la fin, je vais intégrer ce corps. Alors, cette énergie potentielle totale, ça va représenter effectivement l'énergie nécessaire pour pulvériser une planète. Pourquoi? Parce que si vous partez de votre corps total, là, qui a un rayon grand R, vous enlevez une couche d'épaisseur petite, tu prends 1 cm sur toute la Terre, et tu enlèves tout le centimètre là, tu l'envoies à l'infini, partout. Si je l'envoie à l'infini, bah, ça veut dire, comme vous avez dû voir en physique, que le travail nécessaire pour faire ça, c'est moins la variation de l'énergie potentielle, et à l'infini, l'énergie potentielle vaut 0. Donc le travail nécessaire pour envoyer une couche à l'infini, c'est pile l'énergie potentielle de cette couche. Et ensuite, vous avez enlevé cette couche, donc vous passez à la couche suivante. Vous enlevez à nouveau 1 cm, et vous l'envoyez à l'infini, etc., etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle pulvériser au sens propre en physique, c'est-à-dire que chacune des particules constituantes du corps se retrouvée à l'infini dans des directions différentes. Donc vous avez explosé la planète. Et ça prend une énergie qui va être le total de l'énergie potentielle autogravitante. Et on va voir que c'est un chiffre colossal qui donc, ce qui est assez logique, ce qui fait que non, on peut pas détruire la planète Terre facilement comme ça. Il faut 10 puissance 32 joules, ce qu'on a trouvé, ce qui est énorme. Soit 1832 joules, c'est pour toute la Terre ou juste une coquille? Ouais, Ça sera le résultat total, ce sera juste le total. Et pour une étoile, on est plus dans les 10 puissance 40, 42. Et en fait, ça correspond aux énergies des supernovas. Euh, en fait, supernovas sont des sortes de bombes gravitationnelles. Enfin, il y a deux types de supernovas, mais la supernova type 2, l'énergie de la supernova vient essentiellement de l'énergie potentielle gravitationnelle qui est envoyée à l'infini. Je vous en parle après. Alors, on va faire ce calcul. Il nous faut la masse inscrite. C'est quoi la masse à un rayon petit r? ça va être rho dr. Non, non, non. Il faut rajouter encore des dimensions. C'est ρ fois le volume d'un rayon R. Ouais, pareil. Donc c'est 4pi. Alors ça va parce que la masse volumique est constante, sinon le calcul est... Donc c'est 4 tiers de pi r cube fois ρ. Donc m de r c'est ça. Ça c'est la masse d'un... Donc là je suis couche par couche, je ne suis plus qu'un rayon petit r, et la masse qui reste à l'intérieur c'est ça. Le dm de r on a vu que c'était, je le réécris, c'est 4 pi r2 ρ dr. Et donc mon énergie potentielle totale, c'est l'intégrale de 0 à r. Donc on a dit de moins gm de r dm de r sur r, ce qui fait moins g. M de r 4 tiers, alors ça va faire une grosse expression, 4 tiers de pi r cube ρ. Ça c'est m de r. dm de r 4 pi r2 ρ dr, le tout divisé par r. On va simplifier un peu, on va sortir tout ce qui est constant, les 4 tiers de pi, il sort, le g, bah, je le mettrai après, le 4 pi il sort, le ρ carré il sort, le moins g que j'ai oublié il sort, et il me reste, alors r cube, r5 divisé par r4, il me reste r4 dr. Donc il me reste un R5 sur 5. Ce qui me fait... Je vais introduire le 4pi, je vais introduire un tiers exprès, je vais donc faire un moins g, un moins 3g. Je expliquerai après pourquoi je fais ça. 4 tiers de pi fois 4 tiers de pi
monsieur. Ouais. Juste, quand donc vous êtes passé de DEP à EP, quand vous avez intégré MR, vous avez sorti de l'intégrale ou pas? La masse R. Bah non, elle est là, hein. Je peux pas la sortir de l'intégrale puisqu'elle dépend de petit r. Ah, on peut pas la sortir. C'est la masse de l'intérieur, de ce qu'il y a à l'intérieur de la couche sphérique. Donc c'est une masse qui dépend de petit r. D'accord. Parce que plus tu enlèves des couches, je veux dire, quand ton corps est encore très gros, l'énergie potentielle que ça te prend pour enlever la première couche, c'est beaucoup. Alors que quand ton corps se réduit, se réduit, se réduit, sa gravité est plus petite, donc, puisque sa masse inscrite est plus petite, et donc pulvériser ce reste, ça devient plus facile. Parce que ta masse à l'intérieur, elle est plus petite. Donc tu vois, il faut prendre en compte ça. Donc là, je sors un 3 pour sortir un 4 tiers de pi parce que ça va me permettre de faire revoir, enfin on va voir pourquoi après, fois rho carré, fois R5 sur 5. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je vais faire sortir, ça va me faire du moins 3G sur 5, R. J'introduis un R en bas pour faire du R6, et ça me fait du 4 tiers de pi rho R cube fois 4 tiers de pi rho R cube. En soi, j'aurais pu laisser le résultat comme ça, mais je peux le faire en fait aussi en fonction de la masse totale. Ça, c'était la masse totale. Et donc la formule, c'est moins 3 cinquièmes de G masse totale au carré divisé par le rayon initial. Donc vous avez vous avez la planète Terre, vous avez un rayon R, vous avez une masse terrestre. Son auto-énergie gravitationnelle, c'est ça. Dans le cas où vous supposez que la densité est une constante, ce qui donc on a vu n'était pas complètement vrai. Alors il faudrait raffiner, mais grosso modo, par analyse dimensionnelle, c'était forcément ça. Et quand vous changez la- le profil de masse volumique, ça va changer le chiffre ici. Mais en ordre de grandeur, ça, de toute façon, ce sera le cas que ce sera un truc comme ça. Et c'est cet ordre de grandeur-là qui est absolument faramineux. C'est là qu'on trouve 10 puissance 32 joules pour la Terre. Donc la masse terrestre, c'est 6 10 puissance 24. À 24. Le rayon terrestre, c'est 6 10 puissance 6 mètres. G, c'est 6 10 moins 11. On va y aller tranquille, brutalement. Ça fait du 6 10 moins 11. Masse terrestre, 6 au carré 10 puissance 48. 6 10 puissance 6. Ça fait du 48 moins 6, ça fait 42. Moins 11, 31. 36. Ça fait du 3 10 puissance 32 joules. Oui. J'ai pas compris. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez entouré R? Je dis que ça là, ça là, ça je dis que c'est les paramètres initiaux. Donc ma planète elle a un rayon grand R, elle a une masse. Ok, 10 puissance 32 joules. Donc on est très loin de quand on dit des gens disent qu'en faisant sauter 5000 têtes nucléaires on pulvérise la Terre, c'est évidemment faux. On en est très 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 loin. Les plus grosses têtes nucléaires, c'est la Tsar Bombe qui faisait que les Russes ont fait exploser en Sibérie dans les années 70. Elle faisait 10 puissance 15 joules. Donc il en faudrait la bagatelle de 1 million de milliards pour avoir l'énergie nécessaire pour exploser la Terre. Un astéroïde planète killer là, de type dinosaure, c'est un cube de taille l'Himalaya, 10 km3, qui arrive sur Terre typiquement à 60 km/s à peu près, enfin en ordre de grandeur. Donc vous faites l'énergie cinétique, vous trouvez, je crois, je sais plus, c'est 10 puissance 22 ou 10 puissance 25 joules. Donc ça commence à être plus gros, mais c'est largement insuffisant aussi.
Et sur le Soleil, sur les étoiles, si vous mettez des masses solaires, ce qu'on note comme ça, et des rayons solaires, vous allez trouver entre... ou- alors pour les supernovas, en tout cas, pour les plus grandes, donc qui ont jusqu'à 10 masses solaires ou 20 masses solaires, vous allez trouver du 10 puissance 42 jusqu'à 44 joules. Et ça, c'est en fait, grosso modo, l'énergie libérée par une supernova quand elle explose. Alors, il y a, je sais pas si vous voulez que je vous explique, mais ça dépend. Il y a les SN1A, supernova de type 1A, et les SN2. La première, c'est pas, elle s'effondre sur elle-même à cause de la gravité parce que Non, la chaleur interne qu'elle émet c'est suffisante pour compenser. c'est celle-ci. La SN1A, c'est une naine blanche. C'est l'état final du Soleil. C'est une naine blanche qui est donc essentiellement qui a cramé tout son hydrogène, son hélium. Donc c'est ce que l'état final du Soleil. Donc ça a été essentiellement du carbone et éventuellement d'autres trucs. Et là, la pression, donc c'est une matière très dense. Le carbone c'est plus difficile de rentrer en fusion du carbone que de l'hydrogène. Donc en fait, à ce moment-là, enfin, il y a une histoire de pression, mais une pression quantique qui lutte contre la gravité. Mais à un moment, ce corps peut accréter de la matière qui passe. Alors, souvent, ça vient d'une étoile compagnon, parce qu'il y a pas mal de systèmes doubles dans l'univers, qui accrète la matière du compagnon. Et il y a une limite qui s'appelle la masse de Chandrasekhar, donc vers 1,4 fois la masse solaire. La gravité devient trop forte, la planète en fait s'effondre et du coup la fusion reprend et le carbone fusionne dans des éléments plus lourds. Et ça se fait immédiatement à l'échelle de tout ce qui reste de l'étoile de la naine blanche. Donc ce truc devient une bombe thermonucléaire de la taille de 1,4 masse solaire. Donc ça c'est une supernova. C'est une allumette, quoi. C'est l'ensemble en un temps qui s'allume. Ouais. Et donc voilà. Alors là, on est sur 10 puissance 40-41 joules. Il se trouve que c'est le même ordre de grandeur, mais donc c'est une explosion nucléaire à l'échelle d'une étoile immédiate. Le SN2, c'est très différent. Le SN2, c'est pour les étoiles beaucoup plus grosses qui s'effondrent. Qui s'effondrent. Au centre, ça crée en général. Alors éventuellement, ça peut créer un trou noir. Ça, pour le moment, on ne sait pas trop en fait encore. Enfin, mais ce qui est sûr, c'est que ça crée souvent en tout cas, ça crée un pulsar, donc une étoile à neutrons, et qui a un corps. Hyper massif. Alors oui, déjà assez ouais, massif de type masse solaire, et surtout, je veux dire, compact. Et en fait, du coup, il y a rebond sur le cœur dur. Parce que lui, il s'effondre d'abord et les couches externes vont finir par rebondir sur le cœur dur. Et la supernova explose par rebond sur le cœur dur qui s'est formé. Et là, l'énergie libérée est en fait essentiellement de l'énergie autogravitationnelle. Donc, celle-ci qu'on vient de calculer. C'est plus qu'une supernova de type 1. C'est typiquement plus énergétique d'un facteur 10 ou 100. Ça dépend des masses initiales. Euh, voilà. Et donc ça, on peut dire que c'est en pratique, on peut dire que c'est une bombe gravitationnelle, en effet. Dont la source énergétique, c'est ce gars-là. Ok. Voilà. On a bientôt fini ce TD5. Il y a quelques moments d'inertie et les exos de flux sont pas très très longs. On doit faire les exos de flux du coup pour la prochaine fois. Ouais, cherchez-les. Ils sont pas très longs. Alors le 3-4, on va le laisser passer. C'était plus pour le fun. C'est-à-dire, est-ce que quand tu as une distance d'1 kilomètre à faire, est-ce que tu reçois plus d'eau? Vous avez dit quoi pour le 34? Bah, on va pas le faire le 3-4 peut-être. On passera. En fait, comme tu sais, si tu marches, il pleut et tu as 1 kilomètre à faire, si tu cours, évidemment ça met moins de temps, mais comme tu cours, tu prends plus d'eau, puisque tu coupes plus le flux de la pluie.
Alors que si tu marches, ben, tu as moins de flux de pluie, mais ça te prend plus longtemps. Question, est-ce qu'il vaut mieux courir ou pas? Et cet exo, il répond par une intégrale de flux des gouttes d'eau sur un corps humain qu'on modélise par un parallélépipède. Après, en restant moins longtemps sous la pluie, on a moins de chance de choper un rhume. Alors, en fait, sur la face avant, ça change rien, et sur la face horizontale, donc sur la tête, il vaut mieux courir. Comme en général, on est plus mouillé sur la tête que sur la face avant, effectivement, il vaut mieux courir. On pourra faire le calcul si vous voulez, mais il est dans. Ah non, il est même pas dans le code. Mais donc, ouais, lisez, finissez les moments d'inertie qui est de 9. Commencez à lire les intégrales de flux. Et vous avez le TD6, il l'a mis sur Moodle ou pas? Je n'ai pas encore regardé, perso. Je vais aller voir. Ok. Et on peut envisager de faire 3 séances la semaine prochaine. Ou 2 et puis une pendant les vacances. Enfin, moi, ça me dérange pas. De toute façon, c'est pas vraiment les vacances. Enfin, les vacances. Ouais, Qu'est-ce que les vacances c'est soient. ça. Monsieur, Ouais, TD6, c'est. c'est divergence, gradient. Divergence et TD7 rotationnel. Ah bah, il a mis TD6, il a mis les deux. Formidable. Ok. Donc, ils seront plus courts, hein. Là, il y a pas mal de technicité dans le 5. C'est clair. Je considère que c'est un des plus dur et pour vous en tout cas et nouveau et qui vous demande beaucoup de travail, ouais, je pense. Ok. C'est normal si vous galérez, mais ce que ça veut dire c'est qu'il faut en faire d'autres. Faites-en d'autres, trouvez des sur internet, il y a tout ce qu'il faut. Et, ouais. Ok, bon bah. Après avec l'habitude ça devient simple en fait, mais il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Voilà, on va s'arrêter là, j'enlève la vitesse.